Martial Mosman, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Radio Gaga. merci. Alors, vous êtes candidat à cette élection un peu surprise des législatives. Avant d'en savoir un tout petit peu plus sur vous, on va quand même citer les concurrents, les adversaires que vous avez dans cette deuxième circonscription. Alors, on a donc la députée sortante, André Torigna, pour le Front Populaire. Il y a également Sophie Dietrich pour la lutte ouvrière. Il y a Hervé Breuil pour le Rassemblement national. Il y a aussi Quentin Fonvieille pour le Divers Centre, vous donc, et pour les Républicains UDI, Éric Lejaouen, et pour les écologistes, Nicolas Douze-Pisse. Voilà, on est complet pour la liste des candidats. Je vous pose une simple question, la première. Pourquoi cet engagement? Pourquoi avoir décidé d'être candidat à cette législative anticipée? J'ai décidé d'être candidat parce que je pense que déjà à la base j'ai un socle de conviction fort. J'ai commencé par un engagement de militant au sein de la politique. Et aujourd'hui, en fait, comme beaucoup de Français, je ne me reconnais pas dans la situation de notre pays. Il y a des alliances en tout genre. On nous sert depuis 40 ans la même soupe à dîner. Et toutes ces alliances, en fait, pour moi, sont une vaste fumisterie. Ne serait-ce qu'au niveau local, sur cette deuxième circonscription. On a la députée sortante, comme vous le disiez, qu'on n'a jamais vue depuis 2 ans, depuis qu'elle est élue. Je vais au contact des habitants de cette circonscription tous les jours. Ils me disent qu'ils ne la connaissent pas, qu'ils ne l'ont jamais vue. On a affaire à un parti qui a quand même investi Monsieur Quatennens, qui a été accusé de violence conjugale et qui a été condamné même pour violence conjugale. Il s'est retiré depuis. Il s'est retiré depuis, mais il a quand même été investi par le parti. Et puis également un fichier S qui a été investi dans une autre circonscription. Ça veut dire que c'est plutôt le national qui vous a influencé? Le national, d'une certaine façon, oui, puisqu'il englobe bien sûr le local. Et au niveau local, comme je disais, il y a des alliances contre nature. On a par exemple un candidat sur ma circonscription qui est soutenu par Horizon, donc la majorité présidentielle, par les LR, par l'UDI, le Parti radical et, si je ne m'abuse, Écologie au centre. Donc je pense qu'il manque juste l'extrême gauche et l'extrême droite et on a toute la panoplie. Aujourd'hui, vous vous présentez avec la bannière, si j'ose dire, Alliance centriste. Quelle est la définition de ce parti? Parce qu'on a du mal aujourd'hui à savoir ce que c'est que le centre, puisque finalement, on se rend compte avec ces élections qu'il ne reste plus que 2 extrêmes et 2 extrêmes fortes. Bien sûr. Alors l'Alliance centriste, en fait, c'est un parti qui est, je dirais, social-libéral, historiquement, et très européiste, et qui a pour volonté de rassembler les centristes. Donc nous sommes plutôt d'obédience centre-droit. Comment ça s'est passé, cet engagement? Vous avez sollicité la candidature ou on est venu vous chercher? Là aussi, il y a un jeu finalement dans le fait d'être candidat. C'est venu naturellement, en fait, je dirais. Donc oui, effectivement, j'ai des personnes qui m'ont poussé à y aller. Et puis, effectivement, je suis porté par mes convictions. Elles sont en raccord avec mon parti. Donc à partir de là, c'était maintenant ou jamais. J'imagine que, comme beaucoup de Français, vous vous imaginiez pas avoir une élection législative qui arrive aussi vite. Non, bien sûr, ça a été une grande surprise. Je pense que Emmanuel Macron, en fait, a été touché dans son ego. Jusqu'à présent, il avait l'habitude de gagner et il n'aime pas perdre. Et c'est à ce moment-là qu'il a demandé la dissolution. Et je pense qu'il espère que les Français se rangent derrière lui. J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Ça veut dire que si vous êtes élu député, vous vous rangerez-vous derrière quelle majorité, quel groupe? Parce que si vous êtes au centre, on a un peu l'idée que vous allez être dans la majorité à M. Macron. Non, absolument pas. Ce n'est pas notre ambition. Nous sommes libres et indépendants. Là, justement, on est dans une période où il va y avoir des alliances pour gouverner. On parle beaucoup des extrêmes, mais il se pourrait aussi qu'il y ait un fort centre, finalement, avec la gauche et la droite. Toutes les éventualités sont possibles.
Donc il va bien falloir vous positionner là aussi. Bien sûr. Donc l'Alliance centriste, en fait, est alliée à un autre parti centriste qui s'appelle Territoire en mouvement. Et qui, voilà, en fait, on a présenté pas mal de candidats. Donc il n'y a pas d'alliance contre nature, là, à ce niveau-là. Mais on a présenté pas mal de candidats sur beaucoup de circonscriptions en France. Je crois que c'est un record historiquement. Comment ça se passe ce début de campagne? Et j'imagine que vous avez une équipe derrière vous. Comment c'est géré? Surtout que c'est votre première candidature, comment c'est géré cette campagne? Une campagne, c'est très intense. Ça demande à se lever tôt le matin, à se coucher très tard le soir. On reçoit beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Il faut être en même temps très présent sur le terrain. Il faut être très réactif sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'instantanéité, la viralité. Donc, il faut être attentif à tout ça. Bien sûr qu'on est très entouré, heureusement. D'ailleurs, sans eux, je ne serais pas là. Donc, je les remercie. Je remercie aussi les habitants, bien sûr, de cette circonscription qui sont très à l'écoute, qui me font part de leur ras-le-bol de la politique locale et nationale, et je les comprends. Je les comprends parce que, avant tout, je suis un citoyen engagé, mais un citoyen. Quand on discute avec, entre guillemets, le peuple, et j'ai envie de vous dire le peuple stéphanois, on entend beaucoup de choses, mais concrètement, on voit que tout le monde fait à peu près le même constat. Donc ça, c'est facile, le constat. Mais vous, quelles sont les solutions que vous allez apporter si vous êtes élu? J'ai vu vos thèmes, hein, le pouvoir d'achat et la sécurité. Qu'est-ce que vous allez changer? Qu'est-ce que vous allez faire différent que la députée qui est en place aujourd'hui? Je dirais que quand on interroge les Français, ils aspirent aussi à un certain retour, en fait, de l'autorité, déjà. De l'ordre? De l'ordre, exactement. Des règles? Ça ne veut pas dire qu'on est proche du Rassemblement national, pas du tout. Mais je m'inscris, je dirais, dans une certaine forme de retour aux valeurs humaines, avant tout le respect. Je souhaite qu'en 2024, une femme puisse se promener dans la rue sans être harcelée, agressée, sans se faire cracher dessus. Un certain retour aussi de l'autorité à l'école, parce qu'on a des problématiques de plus en plus dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles. Voilà, un certain... c'est ce que je pense aujourd'hui de la situation actuelle. Et puis effectivement, le pouvoir d'achat, plus de pouvoir d'achat pour les Français, parce qu'on est tous concernés par ça. Il y a l'inflation, on a tous un peu le nœud, la gorge serrée, parce que quand on va recevoir sa facture de gaz, d'électricité, quand on fait un plein de courses au supermarché, le caddie n'est pas rempli, on en a pour 200 euros. Je pense que les Français, ça les préoccupe plus que jamais. Et vos solutions, c'est quoi alors pour les améliorer, ces conditions? Alors déjà, je ne pense pas que la solution, ce soit le SMIC à 1600 euros. Je m'explique. C'est très beau dans le monde des bisounours, hein, même le SMIC à 3000 euros si on veut, mais qu'est-ce qu'on fait des charges patronales? Oui, effectivement, il y a un rêve de gagner plus, mais il y a une réalité qui fait qu'on est dans une concurrence mondiale. Bien sûr. Et pour même les grosses entreprises, c'est pas toujours évident non plus de satisfaire tout le monde finalement. Tout à fait. Parce qu'il y a un marché mondial, il faut s'adapter. Tout à fait. Donc peut-être penser à baisser les charges déjà, parce que vous savez que l'employeur, quand il vous paye, il est obligé de verser 2 fois votre salaire. Tout à fait. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Et pour la sécurité, il faut plus de policiers, il faut des éducateurs, il faut quoi? Je pense effectivement qu'il faut de la médiation, de la diplomatie beaucoup, aller à la rencontre des personnes, ne pas abandonner les quartiers. Je pense qu'effectivement, il faut peut-être mettre plus de moyens dans la police, dans les forces de l'ordre. Donc tout ça, en fait, il faut se mettre autour d'une table, en discuter, et je pense qu'on peut trouver un consensus. Vous ne pensez pas qu'au fil de ces décennies passées, et dans tous les domaines presque, on a été un petit peu laxiste? Totalement, c'est ce que je dis depuis 40 ans, en fait. On nous a fait des promesses à tout va, d'un côté comme de l'autre, et au final, on n'a rien. Et rien qui s'est passé pendant 40 ans. Enfin, rien, j'exagère peut-être un petit peu, mais je veux dire, on ne répond pas aux attentes des Français. J'imagine que les attentes, ça comprend beaucoup de sujets aussi.
Donc est-ce que vous allez être capable de répondre à tout le monde? Ou alors là aussi, moi je vois beaucoup de gens, c'est un peu le problème de la politique, on voit beaucoup de gens en campagne qui sont fabuleux, on dit oh là là, c'est super, et puis dès que la campagne est passée, on les revoit plus, quoi. Exactement. Alors, justement, vous êtes en plein dans le mille. C'est ce que je dis en fait en ce moment quand je vais à la rencontre des habitants. Je leur dis en fait que si je suis élu, si je deviens député à l'issue des élections du 30 juin et du 7 juillet, que je resterai, je m'engage en tout cas à rester un élu de terrain, un élu de proximité, parce que je pense qu'aujourd'hui, les Français sont perdus. J'ai été directeur de cabinet dans une mairie. Je connais les problématiques des territoires. Aujourd'hui, le premier interlocuteur de proximité, c'est le maire. Vous demandez dans la rue aux habitants qui est le président du département, parfois même qui est le président de la région. Je crois qu'ils savent pas forcément ce que c'est un département, mais parce que, mais c'est pas de leur faute en fait, parce que peut-être qu'on l'explique pas assez, peut-être que il faudrait réformer et les Français se plaignent aussi d'avoir trop d'élus, je pense. Simplifier aussi. Simplifier, bien sûr. Il y avait une réforme qui avait été proposée à une époque pour combiner en fait les conseillers départementaux et les conseillers régionaux qui deviendraient en fait des conseillers territoriaux. Je pense que ça répond à une certaine logique. Donc la situation actuelle, elle est un petit peu catastrophique. Je suis pas pessimiste, je suis quand même optimiste, sinon je serais pas là. Mais il y a une citation de l'écrivain Émile Cioran que j'affectionne particulièrement, c'est ne nous suicidons pas tout de suite, il reste encore quelqu'un à décevoir. Et je crois que ça correspond un petit peu à la situation actuelle. Est-ce que vous avez peur de ce qu'on annonce? On annonce, peut-être qu'ils n'auront pas la majorité absolue, mais ils auront peut-être une majorité en combinant avec les LR, enfin une partie des LR. Est-ce que vous n'avez pas peur que si le Rassemblement national arrive au pouvoir le 7 juillet, c'est peut-être un peu excessif ce que je vais dire, mais on va être dans une sorte de guerre civile presque? Parce qu'on attend des émeutes, on attend que ça va casser, ça va brûler, ça va... Je pense que si ça brûle trop et ça casse trop, il y a des gens qui vont répondre avec des armes à feu. Donc on va rentrer dans quelque chose de complètement fou. Ouais. C'est une dystopie que vous me décrivez là, mais qui est totalement plausible. Ces personnes sont dangereuses, autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, pour moi. Effectivement, on ne se sent pas en sécurité et à l'issue de ces élections, j'espère qu'on n'aura pas droit à une situation encore plus catastrophique. Donc oui, ça me fait peur. Oui, parce que je ne crois pas en la division. Je crois plutôt au rassemblement, mais pas national. Est-ce que vous qui êtes centriste, vous ne pensez pas qu'il y a une troisième voie, j'ai envie de vous dire, que finalement tous les gens du centre-gauche, centre-droit, et les gens du gouvernement actuel, et finalement la prochaine majorité, elle ne se trouve pas ici avec une majorité élargie, et comme on dit souvent en politique, avec des compromis aussi? Bien sûr, j'ai bon espoir, et j'y crois fortement. J'ai envie de vous dire que justement, pendant des années, la droite a essayé plutôt de draguer une partie de l'électorat du Rassemblement national, plutôt que de se préoccuper du centre, parce qu'en plus, je suis persuadé que la Loire, historiquement, est une terre de centristes. Centre-droit, en tout cas. Centre-droit, oui, tout à fait. Quelles sont les grandes ambitions que vous avez, si, j'ai pas envie de vous dire si vous êtes jeune et si vous êtes élu, mais, et non pas de changer le monde, mais qu'est-ce que vous aimeriez changer si vous êtes élu? Idéalement, j'aimerais changer beaucoup de choses. Je ne comprends pas, aujourd'hui, en fait, en 2024, par exemple, que les femmes ne soient pas aussi bien payées que les hommes. Je crois en l'égalité des sexes et donc en l'égalité salariale. Après, si je suis élu député, je ne compte pas faire 4, 5, 6 mandats successifs comme ont pu le faire certains. Je crois au renouvellement, personnellement, et en la jeunesse. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut devenir usé par la chose publique. Donc, je n'ai pas pour ambition en fait de me battre pour un siège, comme je vous le dis. Là, moi, je suis ici pour mes convictions, que j'espère pouvoir partager. À vous entendre, et ce que je vois avec tout. ma petite expérience de la politique, j'ai l'impression que si vous êtes élu, vous serez un député du territoire, et non pas un député qui se sert du territoire de la Loire pour franchir d'autres étapes qui mènent à la capitale.
Oui, parce que je pense encore aujourd'hui que un certain nombre de députés font de la politique politicienne, qui n'est pas en accord avec ce que veut vraiment la population. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en étant député, je resterai connecté au territoire. Donc on peut aller faire sa tambouille à Paris 2 jours par semaine, ça n'empêche pas d'être présent sur le terrain, d'aller dans sa circonscription, de prendre le pouls de la population. Et ensuite, avec leurs idées, les idées des citoyens, faire remonter des doléances. J'ai créé en 2017, juste avant en fait, le mouvement des Gilets jaunes, j'ai créé l'association Loire Débat, qui était un espace de débat et de réflexion autour de thématiques sociétales et des thématiques actuelles, du moins qu'ils sont encore. Juste avant, justement, ce que je vous disais, le mouvement des Gilets jaunes, et qu'on parle justement de la grande consultation nationale, alors je sais plus comment, le référendum d'initiative citoyenne. Populaire, ouais. Voilà, exactement. C'était le RIP, il me semble. Donc de ce côté-là, en fait, parce qu'on a senti le vent tourner, et je pense qu'on a été un petit peu précurseur. Et je pense aujourd'hui qu'en fait, les Français ont besoin d'être entendus, qu'on soit à l'écoute d'eux, et qu'on n'aille pas les chercher tous les 5 ans, juste pour placer un bulletin dans l'urne. On a vu il y a 2 ans, sur des territoires de la Loire, des gens qui voulaient se présenter, puis on leur a dit de ne pas se présenter. On a vu qu'il y avait vraiment des combines, copains, copines, je ne sais pas comment on peut dire. Est-ce que vous êtes totalement indépendant aujourd'hui, ou vous avez reçu des pressions? Parce qu'on vient de voir il y a 2 jours que 2 candidats viennent de se retirer pour cette élection. Est-ce que vous subissez des pressions, ou est-ce qu'on vous dit ça serait peut-être pas mal de ne pas se présenter parce que vous allez gêner peut-être un député en place, ou c'est peut-être pas le cas dans votre circonscription, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça, des pressions, des mots qu'on vous dit ou peut-être on vous dit mais vous êtes fou de vous engager dans un combat perdu, ou je sais pas. C'est une question intéressante parce que je ne suis ni de la majorité présidentielle, ni de la majorité municipale. Donc effectivement, nous sommes un parti libre et indépendant. Nous dénonçons ces combines-là. Donc ce serait triste en fait qu'on fasse des alliances contre nature, dont je parlais tout à l'heure. Je ne subis pas, du moins en fait la pression, je ne veux pas l'écouter. Parce que vous avez eu des retours déjà, des choses négatives, des partis, quelque chose qu'on vous dit qu'il ne faut pas y aller, non? Non, pas spécialement, non. Ouais. Non. Honnêtement, non. Une campagne, ça coûte cher. Est-ce qu'il y a un objectif là aussi? Est-ce que, je ne sais pas comment ça se passe pour les législatives, il faut faire 5% aussi pour être remboursé? Comment ça se passe? 5% pour être remboursé, effectivement. Ouais. 1% pour avoir des financements pour le parti. Oui, après, quand on est un petit parti, on n'a pas forcément de grands moyens. Ce sont les grands partis qui ont beaucoup d'élus dans leur camp et qui ont plus de moyens. Et qui vous aide là? C'est le parti de l'Alliance centriste, ou alors vous engagez vos fonds personnels? Comment ça se passe aussi concrètement, puisqu'on est dans le territoire, on est dans du réel là, et qu'on dit toujours que les politiques ils s'en mettent les pleines poches, alors que c'est un peu des caricatures. Mais... Alors ce n'est pas notre cas, je vous rassure. Mais j'aime bien clarifier les choses et expliquer aux gens aussi en même temps. Bien sûr. En réalité, en fait, nous n'avons pas de grands moyens. Comme je vous disais, on est un parti libre et indépendant. On n'a pas, pour l'instant, énormément d'élus avec nous dans notre camp, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en aura pas plus demain, bien au contraire. On a vachement évolué, c'est un parti qui grandit, qui se construit encore. Se structure. Exactement, dont le président est Philippe Folliot, et je le remercie de son soutien. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est le sénateur du Tarn également. Voilà, on compte plutôt sur la disponibilité des personnes, l'engagement et les convictions, donc les militants. Je vous souhaite évidemment de remporter cette élection, c'est toujours gratifiant d'être élu, même si souvent, avant d'être élu, il faut perdre quelques fois. Oui. Ça fait partie de l'expérience. Et même si on perd, c'est pas grave. Est-ce que, si vous êtes élu, et si vous n'êtes pas élu, est-ce que cette candidature, déjà ça va peut-être vous faire connaître, mais est-ce que c'est un tremplin pour autre chose? Ou alors c'est juste faire avancer des convictions et des valeurs? Uniquement pour mes convictions. En réalité, non, je ne compte pas que ce soit un tremplin. Vous savez, avant ça, en fait, j'ai travaillé dans des collectivités territoriales, uniquement au service de l'intérêt général. Je ne me suis jamais présenté auparavant à une élection. Donc non, si je suis élu, tant mieux. Si je ne le suis pas, je continuerai mon petit chemin de vie, toujours avec mes convictions et toujours en allant au
contact des habitants, c'est important, c'est des rencontres toujours enrichissantes. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens. Ça permet de rester connecté, de rester humble, d'être connecté à la réalité tout simplement. J'ai 2 petites questions subsidiaires. La première, c'est la deuxième circonscription. Vous Oui. êtes candidat. Est-ce que vous connaissez toute la circonscription et si vous pouvez nous dire un peu quel est géographiquement le Bien sûr, bien territoire? sûr. Donc elle s'étend très largement, elle comprend environ 85 000 habitants si je ne m'abuse. Elle est largement répartie autour de Bellevue, Centre 2, La Cotonne, Montplaisir, Montchauvet, Une partie du centre-ville une partie du centre-ville, autour de la rue Michelet, la rue des Francs-Maçons, donc elle est très vaste, ce qui demande beaucoup d'énergie pour se déplacer. Et puis elle est très riche culturellement. Une terre de mélange, comme on peut dire. Il y a un brassage, il y a différentes Bien cultures. sûr, et heureusement, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Et même si on n'est pas d'accord avec les idées de tout le monde, j'aime une citation encore là de Voltaire, c'est je ne suis pas d'accord avec tes idées, mais je me battrai pour que tu puisses les exprimer. Donc toujours dans le respect de l'autre, mais la pluralité... C'est ce qu'on appelle la démocratie, hein. Échanger des idées, même si ce n'est pas les mêmes. Hein. Mais tout à fait, bien sûr, la pluralité, elle permet d'éviter de se regarder le nombril tout simplement. Elle permet des échanges d'idées et des espaces de débat et de réflexion qui permettent de faire évoluer la société. Moi, je crois au changement. Dernière question technique, l'élection des députés, c'est un titulaire et un suppléant. Tout à fait. Comment ça s'est passé pour avoir votre suppléant? De qui s'agit-il et effectivement, quel est le rôle d'un suppléant dans une campagne? Bien sûr. Ma suppléante, elle s'appelle Nathalie Poté. Et d'ailleurs, je la salue et je la remercie. Je la remercie d'être présente à mes côtés. Elle fait partie de l'Alliance centriste également. C'est quelqu'un de très investi qui m'aide au quotidien. Et c'est quelqu'un qui a des convictions également comme moi et les mêmes que moi, surtout. Donc vous serez un binôme efficace. Bien sûr, Si et on a déjà commencé. Non, mais je veux dire, si vous êtes élu, vous serez efficace pour la population de la deuxième circonscription. Évidemment. Et puis c'est une personne qui est aussi très proche des habitants de sa circonscription. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui se disent finalement le 30 juin et le 7 juillet, je vais aller à la pêche? J'ai envie de leur dire, n'allez pas vers le choix de la facilité, non aux extrêmes, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. En tant que candidat du centre et de la droite, j'espère proposer une autre alternative en laquelle vous pouvez croire, vous pouvez compter sur moi. Et puis rendez-vous effectivement le 30 juin en espérant que vous ferez le bon choix. Martial, j'ai pas envie de dire monsieur le député parce que vous ne l'êtes pas encore, je vous le souhaite. Merci. J'ai un peu la prétention de dire que j'ai porté un petit peu chance à quelques petits candidats à une certaine époque. Alors, comme tout est permis aujourd'hui, tout est devenu fou dans politique et plus rien n'est réel finalement parce que on est parti dans la folie. Je vous souhaite une belle campagne parce qu'on a encore quelques jours de campagne. Est-ce que vos affiches sont imprimées? Alors, j'ai vu que c'était la course chez les imprimeurs. Effectivement, alors c'est une campagne éclair. Donc je pense que pour les imprimeurs, ça a été très très compliqué. Ils ont dû réajuster leur calendrier. Donc tout ça, c'est en cours en fait. Au niveau des bulletins de vote, au niveau des affiches, même des tracts, je pense que pour tous les partis, ça a été un petit peu compliqué. Mais on est là, on est présent. Et on agit quand même. Merci beaucoup d'être venu ici dans les locaux de Radio Gaga. Merci. Et puis bonne campagne encore une fois. Merci.